La CCMO Mutuelle vous présente Ma Santé et moi sur Radio Mercure. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Mercure 93 FM et sur www.radiomercure.fr pour ce premier numéro de Ma Santé et moi en 2018. Et aujourd'hui, nous allons parler d'alimentation et d'activité physique. Pour parler de ce sujet avec nous, deux intervenants exceptionnellement aujourd'hui. On va commencer par celle qui fait sa première apparition aujourd'hui au micro de Radio Mercure. Elle est diététicienne et elle a son cabinet du côté du centre-ville de Beauvais. C'est Juliette Bénard qui est avec nous. Bonjour Juliette. Bonjour Nassim. Déjà bonne année à vous, meilleurs année. vœux de la part de toute l'équipe de Radio Mercure. Bonne santé aussi. Voilà, bonne santé surtout. Ça tombe bien, l'émission s'appelle Ma Santé et moi. Donc on est forcément obligé de vous souhaiter une bonne santé et à vous aussi, à tous les auditeurs. À côté de vous, celui qui est par contre un habitué de ce studio, c'est Laurent Chopin. Bonjour Laurent. Bonjour Nassim, bonjour à toutes et à tous. Bonne année, meilleurs vœux également à toute la CCMO. Vous direz bonjour à tous vos collègues de notre part et bonne année. Que je passe bureau par bureau ? Pourquoi pas, ça si vous fera une petite balade au moment de la pause pas café. C'est l'occasion de sortir de son bureau, de faire une petite balade, de dire bonjour à tout le monde. Ce sera fait, pas de problème. Merci à vous Juliette et Laurent d'être là avec nous pour cette émission. Alors je le disais en introduction, aujourd'hui nous allons parler d'alimentation et d'activité physique puisque les deux sont forcément liés l'un et l'autre. Quand on fait du sport ou quand on pratique une activité physique, on a forcément besoin de s'hydrater et de se nourrir et donc on va répondre comme ça un peu à toutes vos interrogations au cours de cette émission. Mais comme d'habitude, pour commencer, ce que je vous propose c'est de faire un petit focus protection sociale avec Laurent Chopin. Vous le savez, cette émission est réalisée en partenariat avec CCMO Mutuelle, dont le siège est basé à Beauvais. Vous êtes souvent beaucoup à vous poser des questions sur une mutuelle, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. Donc ce qu'on vous propose, c'est de refaire un petit point avec Laurent là-dessus, si vous écoutez pour l'une des premières fois cette émission sur Radio Mercure. Déjà, Laurent, à quoi consiste une mutuelle ? Et quand on entend parler comme ça de complémentaire santé, de remboursement, etc., tout ça, qu'est-ce que ça veut dire globalement ? Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu nébuleux et un petit peu compliqué. Si on fait un petit peu d'histoire, on a l'habitude de faire un petit peu d'histoire ici. La sécurité sociale, qui est une émanation d'une des volontés du Conseil de la Résistance, donc après la Seconde Guerre mondiale, qui tendait ou voulait en tout cas instaurer un petit peu plus de solidarité dans la société française. Bon, ils ont pris énormément de mesures, mais celle-là en faisait partie, donc ça date de 1945. Et l'objectif n'était pas de prendre 100% des frais de santé en charge, mais en tout cas une partie sur les frais de santé les plus, en tout cas ce que eux ont identifié comme étant les plus indispensables, ce qui va être les affections de longue durée, donc les maladies qui sont récurrentes et qui sont dans le temps. On en a déjà parlé un petit peu ici, puisqu'on avait parlé de l'asthme et des allergies. L'hospitalisation. Et globalement, la sécurité sociale prend, bon an, mal an, plus ou moins 45% des frais de santé en charge. Donc, quid des 50-55% qui restent, d'où la création au cours du temps, et donc juste après la création de la sécurité sociale, des complémentaires santé. Et comme son nom, donc une mutuelle, à la base, c'était des mutuelles. Maintenant, il y a aussi des instituts de prévoyance, il y a aussi les assurances qui font de la complémentaire santé. Et comme son nom l'indique, ça vient en complément. D'où le nom de complémentaire santé. Donc en fonction des niveaux de garantie et donc forcément des niveaux de cotisation, puisque les deux sont forcément liés, puisque les niveaux de garantie assurent un remboursement, et pour que les comptes soient à peu près équilibrés, il faut que les cotisations correspondent globalement à ce que les gens vont dépenser. Donc ces complémentaires santé mettent en place un certain nombre de niveaux de garantie. Alors pour lire, parce que je sais que c'est votre question qui va suivre, pour lire un tableau de garantie, c'est pas simple non plus. J'ai déjà essayé de le lire, mais j'ai rapidement abandonné. Souvent, en plus, c'est des abréviations, tout ça. On voit 100, 200, 250. Oui, il y a des pourcentages, il y a des choses en euros, il y a des choses en PMSS, donc le plafond moyen, le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il y a des choses qui sont en tarif de convention, en base de remboursement. Effectivement, il y a un certain nombre de choses. Mais si vous voulez, le tableau, on pourra le regarder ensemble. On fera un petit. C'est comme ma fiche de paye. Pour l'instant, moi, j'y comprends rien. Pourtant, elle a un petit peu raccourci, en termes de difficulté. Mais on fera faire un petit mutuel pour les nuls Il faudrait qu'on le fasse. Ouais, ça peut être intéressant. On invitera les auditeurs aussi à venir participer pour décrypter comme ça sa carte de mutualiste. Ah bah vous savez, quand on fait des permanences, quand les conseillers mutualistes font des permanences, soit dans les entreprises, soit dans les agences, on a toujours ce type de questions.
Donc les garanties en fonction des mutuelles ou des assurances ou des instituts de prévoyance ne sont pas forcément exprimées de la même façon. Certains vont exprimer en remboursement obligatoire, donc le remboursement de la sécurité sociale plus le remboursement complémentaire, ou d'autres simplement le remboursement complémentaire. Donc il faut savoir combien la sécurité sociale rembourse de prime abord, puisque par définition, comme nous sommes complémentaires, il y a d'abord un remboursement de la Sécu et derrière la complémentaire arrive. Donc quoi de mieux qu'un petit exemple pour essayer d'expliquer aux gens le pourquoi du comment et comment s'y retrouver. Donc ça demandera évidemment beaucoup plus de temps, mais les bases de remboursement donc, sont définies en fonction des tarifs de convention, en fonction des accords entre les professionnels de santé et la sécurité sociale. Et si on prend un exemple comme l'orthodontie, et ça tombe très bien de parler des dents puisqu'on va parler de l'alimentation, l'orthodontie, la base de remboursement définie par la sécurité sociale est à 193,50 €. Et la sécurité sociale, donc le régime obligatoire, rembourse 100%. Seulement chacun de nos auditeurs, en tout cas pour ceux qui ont des enfants et qui ont des semestres d'orthodontie à payer, on sait parfaitement que globalement, le coût moyen de l'orthodontie est entre 700 et 800 € le semestre. Donc ces 193,50 ne suffisent pas. D'où l'importance d'avoir une mutuelle qui vient en complément. Et en fonction du pourcentage que la mutuelle va rembourser, on va être capable d'avoir un reste à charge de plus en plus petit ou pas de reste à charge du tout. C'est-à-dire le différentiel. Si vous prenez simplement le remboursement de la Sécu à 193,50 et que vous avez 693,50, vous avez 400 € de reste. J'ai du mal à calculer. 500 € de reste à charge. Il faut que ce soit la complémentaire qui vienne compenser ça. Et en fonction du niveau de remboursement, donc 100, 200, 300% en plus par la complémentaire, effectivement, les cotisations ne sont pas les mêmes. Donc voilà, merci Laurent de nous avoir donné comme ça pas mal d'informations. Est-ce qu'il y a d'autres choses là juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Oui, il y a le ticket modérateur. On entend beaucoup parler du ticket modérateur. Alors le ticket modérateur, c'est la différence entre la base de remboursement et ce que rembourse effectivement la Sécu. Si on prend la base de remboursement d'une consultation chez un généraliste qui est à 25 €, la base de remboursement est donc de 25 € et la sécurité sociale rembourse 70% de ces 25 €. Donc maintenant avec les mutuelles obligatoires, le panier de soins impose le remboursement de ce ticket modérateur. Donc le reste à charge n'est que de 1 € parce que c'est un euro forfaitaire qui a été défini par la Sécu. Donc le ticket modérateur est la différence entre la base de remboursement et ce que rembourse la sécurité sociale. Donc voilà, si vous vous demandez parfois de quoi il s'agit, c'est pas un ticket pour faire la queue pour aller obtenir quelque chose. Non, ça c'est le ticket à la sécurité sociale quand vous avez le 693 et que sur le petit tableau c'est affiché 12. Ça, effectivement, c'est pas la même chose. Là, normalement, on sait qu'on va attendre un peu moins longtemps que le ticket modérateur. Oui, et puis ce qui est important aussi, on entend beaucoup parler de tiers payant. Le tiers payant, ça veut dire que sur un certain nombre de frais de santé, il n'y a pas d'avance de frais à partir du moment où vous êtes inscrit à la sécurité sociale et où vous avez une complémentaire santé. Ce tiers payant, comme il n'y a pas d'avance de frais pour la personne qui va dépenser, qui va payer ses frais de santé, ça ne signifie pas que c'est gratuit. Donc il faut bien aussi faire comprendre aux gens, ça n'est pas parce qu'on ne paye pas immédiatement que ça n'a pas un coût. Et effectivement, si c'est la mutuelle qui rembourse le différentiel, ça a forcément un impact sur les comptes finaux. Merci Laurent donc d'avoir donné toutes ces informations et puis surtout ce que j'invite à faire à nos auditeurs, c'est si vous avez des questions supplémentaires comme ça, là on a tous reçu notre petite carte soit fin décembre soit au début janvier, si vous avez comme ça des questions, il y a des choses dont vous avez un doute et vous ne savez pas forcément lire ou déchiffrer votre carte d'adhérent, vous pouvez vous rendre dans les différentes agences de la CCMO ou appeler la plateforme. Donc voilà, ils seront tout à fait disponibles pour répondre à vos questions. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet du jour. On l'a dit, si vous nous rejoignez à l'instant sur Radio Mercure 93 FM, on va parler de l'alimentation et de l'activité physique, puisque les deux sont intimement liés. Et tout d'abord, je vais me retourner vers vous, Juliette Bénard. Je rappelle que vous êtes donc diététicienne du côté de Beauvais. En préparant cette émission, vous m'avez parlé d'un fameux PNNS, un acronyme comme ça qui, là encore, veut certainement pas dire grand-chose pour beaucoup d'entre vous. Déjà, expliquez à nos auditeurs de quoi il s'agit, Juliette.
Alors, le PNNS, c'est un programme national nutrition santé qui a été lancé en 2001. En fait, c'est un plan de santé qui permet d'expliquer les grandes lignes de l'équilibre alimentaire. Ce qu'il faut faire, donc au niveau des produits laitiers, au niveau des féculents, au niveau des quantités. Donc, ça explique un petit peu, même au niveau de l'activité physique, ce qu'il faut faire. C'est un plan de santé. Il faut rappeler quand même qu'en France, on a 17% de la population adulte qui est en obésité. C'est énorme. Oui, et en 2030, on sera 30%. Une personne sur 3 sera obèse en 2030. À partir de quand on considère qu'une personne est obèse ? Alors là, il faut rentrer dans l'IMC. Donc l'IMC, c'est un calcul qu'on fait entre le poids et la taille. D'accord. En gros, pour les matheux, c'est des kilos par mètre carré. Okay. On va calculer la densité qu'on a. Et quand cette densité est supérieure à 30, on estime qu'on est dans l'obésité. Entre 25 et 30, c'est un surpoids. De 18 à 25, on est dans la notion de normalité. D'accord. Alors les gens ne voient pas, je fais des guillemets, parce que de 18 à 25, on parle de normalité, mais on peut bien évidemment être normal sans être entre 18 et 25. Bien sûr. Et le problème également, c'est qu'on voit une recrudescence d'obésité chez les enfants. Donc un enfant sur 5 est en obésité. Les adolescents, on considère à peu près entre 13 et 15% d'adolescents obèses. Donc voilà, ça devient vraiment inquiétant. Donc là, ce PNNS, ça veut dire, si on lit à travers les lignes, qu'aujourd'hui, la nutrition et la santé, c'est une cause nationale quelque part. Hein. Si on en vient à devoir mettre un programme vraiment étatique en place pour expliquer aux gens que c'est important de bien se nourrir et comment bien se nourrir, c'est vraiment que ça devient aujourd'hui cause nationale. Et vous l'avez dit, si les prévisions aujourd'hui prévoient qu'une personne sur 3, d'ici 2050, c'est ça si j'ai bien 2030. 2030, c'est même encore plus tôt que ça, sera en situation vraiment d'obésité, c'est quelque chose, c'est un signal quand même très alarmant. Du coup, donc l'État a mis ce PNNS en place pour expliquer aux gens donc l'importance de bien se nourrir. Déjà, justement, globalement, bien se nourrir, ça veut dire quoi, Juliette ? Alors, c'est manger équilibré. Alors, manger équilibré, c'est un petit peu vague pour pas mal de personnes. Il y a des grandes lignes à connaître. La grande ligne, déjà, il faut des légumes à chaque repas. Donc, midi et soir, il faut des légumes accompagnés de féculents. Donc le féculent, ça peut être du pain, des pâtes, des pommes de terre. On peut faire un peu ce qu'on veut, en petite quantité, qu'on accompagne de légumes et d'une protéine. Alors la protéine, ça va être la viande, le poisson, les œufs. Également, les steaks végétaux peuvent complètement entrer dans un cadre d'équilibre alimentaire. Hein. On en consomme de plus en plus, on en voit de plus en plus, donc c'est pas une mauvaise chose. Ensuite, il faut à peu près un produit laitier par repas, matin, midi, soir. On considère qu'on a besoin d'un 4e produit laitier pour les personnes comme les personnes âgées, les adolescents, les enfants, la femme allaitante et la femme enceinte. On a besoin le besoin en calcium est supérieur en fait. Après évidemment il faut des matières grasses à chaque repas en petite quantité. On va privilégier les matières grasses végétales aux matières grasses animales. On va limiter le sucre, le sel évidemment et boire de l'eau à volonté, parce que ça on en a besoin, surtout quand on fait du sport, parce qu'on se déshydrate, d'autant plus. Alors est-ce que les pommes de terre, c'est des chips, c'est des frites? Alors, parce que c'est vrai... c'est des pommes de terre vapeur. Voilà, vous nous dites les grandes lignes, bien sûr, mais il y a aussi, je suppose, petits détails, bien sûr. La façon de les consommer, la façon de les cuire, la façon de les cuisiner. Exactement. Pour la pomme de terre, c'est un bon exemple. Alors, on peut la faire à l'eau, de façon classique. Alors après, il y a vraiment une différence entre la pomme de terre à l'eau et la chips, qui est la pire. Hein, parce que la chips, c'est plutôt de l'huile à la pomme de terre que l'inverse. Gros privilégier l'eau ou la vapeur à la cuisson à l'huile, c'est ça? Oui, alors après, on peut faire aussi des pommes de terre sous forme de purée ou des pommes de terre un peu sautées. Hein, c'est pas méchant si on met une petite quantité de matière grasse. Le problème, c'est les pommes de terre, je veux dire, industrielles. La pomme de terre frite, la pomme de terre noisette, les pommes de terre sautées, surgelées. Tout ça, c'est déjà pré-frit par l'industrie. Donc, qui dit pré-frit, dit bourré d'huile. Et on se dit que ça colle parfois un peu dans la poêle, donc parfois on met un petit peu de matière grasse au cas où que ça colle pas. Ouais. Et on n'en a pas besoin du tout. Hein. Ça, c'est des choses que j'ai déjà entendues régulièrement. Hein. Est-ce que je remets un petit peu de matière grasse pour les pommes de terre sautées c'est pour éviter d'abîmer la poêle. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, on achète une poêle anti-adhésive. Uniquement pratique, Juliette. C'est que pratique. Pas toujours besoin de rajouter de la matière grasse. Pas toujours, surtout sur les produits industriels. Alors là, on a donné beaucoup d'informations d'un seul coup à nos auditeurs avec tout ce qu'il faut manger. Là, ils nous écoutent. Il est quoi ? Il est quasiment 8h30 du matin sur Radio Mercure. Donc, on imagine que si vous nous écoutez, vous avez déjà pris votre petit-déj, vous êtes en train de le prendre, mais vous allez manger à midi. Ou au soir, tiens. Et est-ce qu'on peut aller s'imaginer comme ça, s'improviser un exercice, là, un exemple, Juliette, ce midi, un repas équilibré, par exemple? Alors, un repas équilibré, on peut commencer avec des crudités, donc on va imaginer des carottes râpées, quelque chose que beaucoup de gens aiment, c'est assez simple.
On va continuer avec une escalope de dinde à laquelle on peut mettre un peu de crème fraîche quand même, je le rappelle, on a le droit. Quand même se faire plaisir. Quand même, faut pas non plus être... un petit peu peur. C'est pas que de la privation. Ah non, bien surtout manger. pas. Bien manger, c'est bien se faire plaisir aussi, c'est très important. Donc on va avoir notre escalope de Avec des dinde champignons. avec un peu de champignons, on peut rajouter encore un peu de légumes, pas de problème. Et puis un féculent. Là, on peut mettre par exemple du riz complet ou du riz blanc ou du riz basmati. On peut varier pour ne pas se lasser. On finira avec par exemple un fromage blanc et puis une compote. Donc ça peut fonctionner pour ce midi. Une pâtisserie ? Alors, si on met une pâtisserie, c'est pas impossible. Maintenant, la pâtisserie, on va la ranger dans la famille un peu féculent. Donc, si on met une pâtisserie en dessert, on va peut-être éviter de manger du riz avec notre escalope. Comme ça, on mange que des champignons. Une espèce de compensation Exactement. qu'on peut utiliser justement pour varier les plaisirs. Toute la notion d'équilibre alimentaire, on la retrouve là. Si on veut se faire plaisir sur quelque chose, on va essayer de pas tout cumuler. Si on cumule l'entrée avec le pâté, les frites, la crème fraîche et puis l'éclair au chocolat, c'est un peu comme en voiture, quand on cumule les écarts de conduite, ça pique un peu plus. Comme disait Coluche, je vais arrêter le pain avec les pâtes. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça. Mais c'est exactement ça, c'est deux féculents ensemble, donc c'est l'un ou l'autre. Moi je fais que ça, je peux pas prendre un repas sans pain et du coup je mange du pain avec tout, même quand je mange des pâtes, même quand... Sauf quand je mange essayez une de diminuer pizza, un petit peu dans ce cas-là. Quand même. Je vais essayer, mais c'est vrai que un repas sans pain, c'est pas un repas pour moi. On est français en plus, donc c'est une culture. Mais il faut pas interdire le pain. Et puis pendant le repas, puis avec le fromage aussi. Et puis c'est vrai que ça fait beaucoup de pain. Alors justement, ce serait quoi la quantité idéale sur un repas au niveau du pain? Une demi-baguette, un quart de baguette? Globalement, moi j'ai tendance à dire entre un quart et une demi-baguette, surtout si il n'y a pas d'autres féculents avec. Si on a des pâtes, du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, on va éviter de rajouter du pain dans cette quantité-là. Okay. Si on n'a que des légumes, on va faire notre escalope de dinde avec de la ratatouille seulement. On peut aller jusqu'à une demi-baguette pour un homme. C'est bon. C'est pas une mauvaise chose. Pour une femme, je dirais plutôt un quart. Ça me rassure. Je voyais Nassim tressaillir, mais non, c'est bon Nassim, ne vous inquiétez pas. Me voilà rassuré. Et donc, question aussi peut-être toute bête, même si sur Radio Mercure, il n'y a jamais de questions bêtes. Non, jamais. Est-ce que la base qu'on doit tous se fixer, c'est vraiment de prendre 3 repas par jour? On sait que souvent, ceux qui se lèvent un peu tard vont juste prendre leur petit-déj et manger le soir, ou il y en a qui vont sauter toujours le repas du midi parce qu'avec le boulot, on n'a pas le temps. Est-ce qu'il faut quand même toujours essayer de se fixer ces 3 repas par jour, ou est-ce que finalement, même avec 2 repas, on peut avoir un équilibre alimentaire? Alors, globalement, je dirais quand même que les 3 repas sont quand même recommandés. Maintenant, il faut écouter son corps. Quelqu'un qui va avoir des horaires décalés, par exemple, qui va travailler la nuit, se lever plus tard, enfin... On peut considérer que là, 2 repas par jour, ça peut aller. Après, il y a des personnes qui vont faire 3 repas par jour, mais un déjeuner, un goûter et un dîner, qui vont éviter le petit déjeuner. Maintenant, le petit déjeuner, j'ai quand même tendance à le recommander, de préférence. On dit souvent que c'est le repas le plus important de la journée. C'est un cliché ou pas totalement? C'est pas qu'un cliché, c'est quand même vraiment important. Ça permet vraiment de réveiller l'organisme alimentairement aussi, de pouvoir être plus de réflexion dans la journée, on est plus alerte, et on a remarqué que les gens qui ne prennent pas de petit-déj ont souvent tendance à compenser ailleurs, avoir plus de problèmes de poids que ceux qui en prennent un. Je remarque moi beaucoup en consultation que souvent les personnes qui prennent pas de petit-déjeuner, j'allais dire qu'ils économisent. Vu que je veux perdre du poids, je vais économiser mon petit-déj, je peux m'en passer. On s'imagine qu'en mangeant moins à ce moment-là, ça y est, on va maigrir. Mais du coup, je vais manger quand même mon chocolat ce soir, vu que j'ai pas pris de petit-déj, je peux me l'autoriser. Donc du coup, on s'interdit quelque chose et au final, on s'autorise pire. Et est-ce que ça fonctionne comme le sport, via une surcompensation, un terme qu'on utilise en sport, c'est-à-dire que quand on s'entraîne, le corps est sollicité et donc va réagir pour se prémunir de la sollicitation suivante, donc de proche en proche va progresser, c'est comme ça qu'on progresse en sport. Est-ce qu'on peut considérer que, imaginons quelqu'un qui saute le petit déjeuner, donc qui a mangé à 20h et qui va remanger à 12h le lendemain, le fait d'avoir, même si le métabolisme pendant la nuit a quand même fortement ralenti, est-ce que le fait d'avoir mis, entre guillemets, légèrement en déplétion le métabolisme va faire que ce qui va être pris le midi va être assimilé beaucoup plus vite et pas forcément de la bonne façon? Un petit peu, ouais. Alors après, je reviens à dire quand même que c'est du cas par cas, qu'il y a des personnes qui ont vraiment un problème pour manger le matin. S'ils mangent, ils vont vraiment avoir un côté mal au ventre et tout. Le repas d'après, généralement, est plus stocké. Maintenant, parfois, suite à... Toujours des exemples différents. Quelqu'un qui a mangé très, très riche un midi, s'il saute son repas du soir parce qu'il n'a pas faim, c'est mieux. Écoutez son corps. Si à un moment dans le corps, il dit qu'il n'a pas faim, on ne mange pas. Si le corps il a vraiment très faim, il faut le nourrir. Il y a les grandes lignes à connaître, mais il y a quand même toujours du cas par cas. Toujours à s'adapter au patient, en fait, à la personne, à ce qu'on est et à ce qu'on aime.
Et je suppose en plus les métabolismes sont tous différents. Bien sûr. On métabolise pas la même. C'est pas juste. Voilà, exactement. Ça, je le confirme, c'est pas juste. Exactement, c'est le cliché dont Nassim parlait de cliché, c'est la personne qui dit moi je passe devant une pâtisserie, je prends 2 kilos. Et quelque part. Ouais, c'est ça. Et celui qui va y rentrer, qui va consommer, ne va rien prendre du tout. Qui mangent 5 kebabs par semaine, qui prennent pas un gramme. Cela dit, il est prouvé que quand on stresse et qu'on mange quelque chose en culpabilisant, on le stockerait plus. Vu qu'on va générer certaines hormones, on a un stockage qui est accru quand on culpabilise en mangeant quelque chose. Donc ne culpabilisez pas. Si on met l'un si on enlève l'un, c'est-à-dire le côté plaisir, et qu'on met que de la privation, génération de stress. Alors au niveau métabolique, c'est pas bon, vous venez de l'expliquer, mais en plus au niveau du stress, on va générer d'autres choses liées à ce petit problème. Donc on peut aussi générer de l'anti-stress via la nourriture. On se détend en mangeant des choses agréables. C'est important aussi. Ah bah oui. Du coup, on va essayer maintenant un peu de faire le lien entre l'alimentation et l'activité physique, sans forcément parler de sport. On le dit souvent, on le précise très souvent dans cette émission. C'est pour ça qu'on préfère utiliser le terme d'activité physique. Ça peut être de la marche, si vous êtes une personne âgée qui nous écoute et qui juste sort acheter son pain en marchant aujourd'hui, mais qui fait cet effort-là. Et ça va aussi jusqu'au sportif. Encore le pain. Là, parce que là, je sais pas, elle aurait pu aller acheter son kilo de poireaux, ou je sais pas. Moi, je fais une fixette sur le pain. J'adore le pain. Globalement, là, je vais me tourner vers vous deux, puisque Laurent, aussi vous avez votre expérience de coach sportif, et notamment des années dans le triathlon. Quand on sait qu'on va aller faire du sport ou qu'on va avoir une activité physique, en tout cas dans la journée, déjà, combien de temps avant il faut manger, par exemple ? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a, dans l'alimentation, il y a le côté nourriture dont on a parlé. Juliette a aussi parlé évidemment de l'eau et de l'hydratation. Ça fait partie de l'alimentation. Il y a effectivement un timing et il y a aussi le type d'alimentation qui va intermédiaire. Globalement, pour les sportifs, il y a une règle, alors qui est peut-être un petit peu un cliché, mais qui est la fameuse règle des 3 heures. Qui dit de façon purement arithmétique, mais là encore c'est très individuel, un effort, vous avez un match de foot, un match de tennis à 18h, il faut que le dernier repas soit fini à 15h, pour laisser le temps à l'estomac de digérer au moins à minima ce repas-là, d'avoir permis de restocker un petit peu d'énergie, donc de glycogène ou l'ensemble des substrats qui peuvent donner de l'énergie, et surtout de ne pas utiliser le sang nécessaire à la digestion pour autre chose que les muscles, parce que la digestion demande énormément un apport sanguin énorme. Si on a mangé, outre le fait qu'on a l'estomac un petit peu plein, donc on a ce repas sur le ventre, et il y a cet apport sanguin énorme au niveau de la digestion qu'on n'a plus pour les muscles. Donc forcément, voilà, cette règle des 3 heures, je ne sais pas ce que Juliette en pense, c'est relativement individuel. J'ai eu des athlètes qui pouvaient se permettre de manger relativement tard et de ne pas avoir de problème lors de la compétition. Pour mon cas personnel, si mon repas était pas fini avant 4 heures, 4 heures avant l'effort, et ça passait pas, c'était impossible, et j'avais des problèmes digestifs, et quand on fait du longue distance, que ce soit à pied, en triathlon ou peu importe, la digestion et l'estomac, les intestins sont soumis à rude épreuve, donc c'est un petit peu compliqué. Donc cette règle des 3 heures de toute façon est quelque chose qu'on peut appliquer de façon systématique. Je rejoins Laurent, c'est tout à fait ce qu'on va dire, 3 heures avant une activité importante. C'est ça aussi, c'est là on va parler du sportif qui fait un match de foot, qui va faire une course, quelque chose qui est intense. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui va aller faire son cours de gym à 19h. Bon, là, on peut manger normalement à midi, voire faire une petite collation vers 4 heures, toujours 3 heures avant, mais c'est pas forcément nécessaire. Ça va dépendre un peu de la personne, si elle se sent un peu fatiguée ou si vraiment le cours de gym est très intense. Si c'est un petit peu de gym, un petit peu de renforcement musculaire calme, c'est pas obligatoire. Il y a moins d'impact. Faut dissocier l'activité intense d'une activité modérée qu'on va rencontrer aussi régulièrement. Et là, je vais reprendre un autre exemple, Laurent. On sait qu'on a pas mal aussi vraiment de sportifs qui nous écoutent, puisqu'on est une radio aussi avec pas mal d'émissions de sport. Je vais prendre l'exemple d'un jeune ou même d'un senior qui a son match de football du dimanche ou qui a sa sortie vélo du dimanche. On dit souvent que le cliché, encore une fois, c'est faut que tu manges des pâtes. Mange des pâtes avant ton match. Est-ce que là aussi, c'est vraiment un besoin, c'est vraiment quelque chose d'important de manger des pâtes, ou est-ce qu'au final c'est un cliché, ça pourrait être des pâtes ou ça peut être totalement autre chose? C'est un petit peu mieux, c'est un cliché et je vais expliquer pourquoi, mais c'est un petit peu mieux si c'est des pâtes plutôt qu'une choucroute ou qu'une blanquette de veau à l'ancienne.
ça va un petit peu être plus digeste et moins rester sur l'estomac. Ça, c'est une certitude. Maintenant, le dernier repas avant la compétition est pas forcément le plus important. Ça va être le repas. Imaginons que vous ayez le marathon de Paris, départ 9h. C'est pas le repas d'entre 5h et 6h du matin qui est le plus important. Ça va être celui de la veille, celui du midi de la veille, celui de l'avant-veille qui va permettre de restocker l'ensemble du glycogène. Et Juliette a parlé tout à l'heure donc d'hydrates de carbone, donc au niveau des pâtes, au niveau du riz, des pommes de terre. C'est l'aliment privilégié du muscle qui permet de restocker le glycogène, qui va être le carburant qui va nous permettre de générer l'effort physique. Donc ça, c'est une évidence. Maintenant, l'assimilation de ces hydrates de carbone se fait mieux s'il y a des légumes verts aussi. Donc manger la fameuse pasta party de la veille est pas forcément quelque chose de sublime, mais ça va dépendre aussi de la quantité, ça va dépendre de ce que vous mettez dans les pâtes, ça dépend de beaucoup de choses. Globalement, l'alimentation d'un sportif de haut niveau, d'un sportif plutôt d'endurance, est quand même axée un peu plus sur les hydrates de carbone que quelqu'un qui a une vie sédentaire. Mais donc c'est pas forcément un cliché, mais il faut quand même lui mettre des limites et puis s'adapter en fonction du timing, parce qu'un match de foot à 20h et un marathon à 9h du matin et 20h le soir pour le match de foot, on mange pas forcément, le métabolisme s'est pas mis en route de la même façon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors là, on parle des repas qui précèdent l'activité physique ou le sport en général. Et pendant l'activité physique ou pendant le sport, on est sur une longue sortie vélo, on est sur une longue sortie en mer. On avait eu l'exemple à l'époque, on s'appelait Extérieur Blanchard, même si c'est un exemple extrême. On est sur un match de foot, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on mange pendant l'effort ? Souvent, on voit des barres énergétiques, des fruits. Pourquoi ces éléments-là, finalement ? Alors, je vais parler du côté sportif. Après, Juliette va pouvoir peut-être mettre le côté vraiment pratique. Il est vrai qu'il y a énormément de marques qui ont sorti des produits dits énergétiques. Alors, avant l'effort, pendant l'effort, après l'effort. Donc ça, il faut aussi les tester, bien sûr, pour savoir ce qui est le plus digeste, ce qu'on assimile le mieux, ce qu'il ne va pas y avoir de rejet ou ce genre de choses, évidemment. C'est intéressant, mais je pense que Juliette a quelques petits... Alors, la personne qui va se dire « Ah, je vais partir faire une randonnée, il faut que j'ai mes barres machin, mon malto bidule, mon carbo truc. » Il y a des solutions beaucoup plus faciles, beaucoup moins chères aussi. Maintenant, quand on est sur des sportifs de haut niveau, comme j'ai pu l'être sur le triathlon et même sur le footballeur à la mi-temps, mais sur du haut niveau, quand on a certains sponsors, en l'occurrence, qui nous permettent d'avoir des alimentations un petit peu précises, c'est quand même un confort qui nous évite de préparer des choses un petit peu exotiques. Maintenant, pour le sportif qui a une activité physique, comme vous le disiez, régulière, mais pas de haut niveau, Juliette a 2-3 petites solutions en stock qui sont très très pratiques. Donc, par rapport à ça, oui, par exemple, on va prendre l'exemple de ce monsieur qui va aller faire son tour de vélo dimanche matin, qui va faire 2 heures de vélo. On va prendre un petit déj un peu avant, évidemment, mais pendant la session, l'idée, c'est d'avoir des éléments un peu sucrés. Donc, en effet, ça peut être des gels, comme on va retrouver de façon un petit peu médiatique par les sponsors, mais ça peut être tout simplement des pâtes de fruits, ça peut être une eau dans laquelle on va mettre un peu de sirop. Si l'activité est très longue, on va dire la sortie vélo, elle est plutôt de 2-3 heures, 4 heures, on transpire beaucoup. L'idée, c'est de mettre aussi un petit peu de sel dans l'eau, un petit peu de sucre dans l'eau, donc sous forme de sirop, ça marche bien, pour s'hydrater tout au long de l'activité. Si on prend l'exemple de la randonnée où on va vraiment marcher toute une journée, on peut avoir des barres de céréales adaptées, mais une barre de céréales classique ou un petit sandwich avec du pain, enfin, toujours je pense à toi pour le pain. Mais toujours avoir un petit peu de féculent en fait pour toujours redonner un petit peu d'énergie, mais on n'est pas obligé de partir sur des produits exprès vraiment, des fruits également, la banane qui marche bien par rapport au potassium également, mais des fruits, des jus de fruits, des compotes pour redonner un petit peu de sucre, c'est bien sur des activités qui sont pas, je parle pas du sportif de haut niveau là, je vais vraiment parler du sportif qui va aller se balader un week-end, qui va aller faire du vélo, on prend des barres de céréales, des pâtes de fruits, des fruits, c'est bien. Bon, bah écoutez, ça passe très vite sur Radio Mercure. En tout cas, on a été ravis de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau, Juliette et Laurent. Ce que je propose pour conclure cette émission, c'est déjà vous, Juliette, peut-être de donner à nos auditeurs votre contact, ou alors où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver si demain ils ont besoin de questions complémentaires, de conseils, et qu'ils ont envie de consulter une diététicienne. Où est-ce qu'on vous retrouve dans Beauvais ? Comment vous contacter, Juliette ? Donc moi, je travaille au pôle santé Clémenceau, qui est juste derrière la mairie. Donc moi, je suis installée là
depuis 3 ans et demi. Et puis, si vous voulez me contacter, j'ai un site internet. Vous tapez Juliette Bénard, diététicienne sur Beauvais, vous trouverez. Ou vous trouverez mon numéro également sur les pages jaunes. Donc, n'hésitez pas. Voilà, et Bénard, juste pour bien trouver, B-E-S-N-A-R-D avec le S muet. Mais en tout cas, merci Juliette pour tous ces conseils. Et ça aurait été vraiment une émission très intéressante aujourd'hui pour nos auditeurs. Et surtout qu'on s'est vraiment adressé à tout le monde avec ce menu au début, puis après aussi un peu aux sportifs, puisque c'est aussi le lien qu'on fait à chaque fois avec, dans cette émission Ma Santé et Moi. Laurent, si également il y a aussi des auditeurs qui ont besoin de renseignements, de questions sur tout ce qui concerne la CCMO, la santé, etc. Il y a aussi le site et ces fameuses fiches pratiques essentielles. C'est pas évident à dire. Non, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je vous ai laissé le dire, parce que les cheveux et les seuils, j'ai aussi un petit peu de mal. Les chaussettes de l'archer du sèche sont archi sèches. Ce sont les fiches essentielles. Donc sur ccmo.fr. Vous l'avez fait exprès, je crois, pour la radio. Oui, complètement, mais spécialement pour vous en plus. Et donc on les retrouve où? Sur le site de la CCMO, www.ccmo.fr. Sur les fiches essentielles, elles sont en accès libre, donc il n'y a aucun problème. Non, mais si vous nous écoutez en podcast, on vous fait aussi un petit coucou. Il y a la rediffusion samedi cette semaine à partir de 11h. Et puis surtout, il y a aussi la vidéo que vous pouvez retrouver donc sur la chaîne Radio Mercure TV sur YouTube. Ou si vous tapez Ma Santé et Moi, vous tomberez dessus également. Puis il y a aussi toutes les vidéos des émissions précédentes. Puis comme ça, c'est aussi sympa de vous entendez nos voix, mais souvent vous nous imaginez comme ça. C'est un peu la radio est le média de l'imaginaire. Peut-être que vous me voyez tout petit, peut-être que vous voyez Laurent Chopin faire 1m95, peut-être que vous voyez Juliette Bénard rousse dans votre imaginaire. Et comme ça, vous avez l'occasion de voir en vrai nos têtes. Et puis souvent, c'est bien, des coups, on dit ah tiens, je le voyais plus comme ci, comme ça. C'est souvent en tout cas les retours qu'on a des auditeurs quand ils voient ensuite nos têtes. Ils disent quoi? Ils disent je suis super déçu. C'est une catastrophe. Ça, ils osent pas trop le dire généralement. Mais c'est vrai que des fois, on a des réflexions. Ah je vous voyais pas comme ça finalement, alors que je vous entends depuis plusieurs années à la radio, etc. Donc voilà, en tout cas, sachez qu'il y a la vidéo que vous retrouverez évidemment, et ce sera le cas encore une fois tout au long de l'année 2018. Et justement, celui qui fait ces montages vidéo et qui fait un gros travail là-dessus, c'est Jean-Claude Saint-Paul, qui est aujourd'hui à la régie et que je remercie. Bravo Jean-Claude. Bravo. Merci à vous. Restez à l'écoute de programmes de Radio Mercure et surtout une très belle journée à l'écoute du 93 FM.